Petit résumé audio de notre dernière partie, Danseur dans le brouillard nocturne. Vous êtes en janvier 1923 à Londres et vous avez été invité par le professeur Smith à l'inauguration de la collection Maudsley. Quand je dis vous, je parle du docteur, ou plutôt professeur James Rupert, de l'Australienne Catherine Clifford, de Warren Johnson, prêtre de son état, et du détective Robert Affett de Scotland Yard. Vous arrivez donc au British Museum ce 1er janvier 1923 où vous découvrez le professeur Smith entouré de nombreux convives à cette inauguration d'une exposition concernant des sculptures en pierre des tribus mayas du sud du Mexique et d'Amérique centrale. Après quelques minutes, voire pour certains quelques heures, vous quittez la conférence non sans avoir reçu l'invitation du professeur Smith pour la conférence Challenger qui se déroulera 3 jours plus tard. Durant cette conférence, le professeur présentera un exposé de sa composition pour tenter de gagner le titre de meilleur conférencier de l'année de la fondation Challenger. Vous vaquez donc à vos occupations encore quelques jours et vous retrouvez ce soir, là du 3 janvier, à la conférence Challenger, durant lequel le professeur Smith fait un long et plutôt apprécié discours sur des disparitions mystérieuses, des réapparitions, qu'il semble expliquer par une théorie plutôt récente au sujet de l'atome et plus particulièrement de la théorie dite quantique. Les minutes passent, il est plutôt applaudi, mais vous pensez tous qu'il n'aura pas le titre de meilleur conférencier. Durant cette conférence, vous remarquez que de nombreux convives de haut rang, dont le patron de Scotland Yard, le ministre de l'économie, Winston Churchill, sont présents, ainsi que des ambassadeurs et représentants des pays du Commonwealth. Encore une fois, quelques jours passent et ce samedi matin, en lisant la presse, d'aucuns découvrent un article concernant l'indice d'une belle maison à St. John's Wood. Et cette maison n'est autre que celle du professeur Smith. Vous décidez donc très très vite, pour certains, je parle de Warren Johnson, d'aller voir directement la maison, et là il n'y trouve que cendres et ruines, et pour d'autres de se réunir, je parle de Catherine Clifford et du professeur James Rupert, de se réunir afin de rassembler les informations, et surtout d'appeler le détective Robert Affett à la rescousse. Pendant ce temps, le détective Robert Affett, lui, découvre un bien étrange article de journal parlant du décès d'un homme, mais le titre exact est « Un homme meurt 3 fois en une nuit, 3 corps dans le même hôtel ». En fait, c'est bien le décès de 3 hommes différents portant le même nom. Le nom de M. McLeod, Mehmet McLeod, qui était sur les papiers d'identité de ces 3 corps. Ainsi, Robert Affett, Robert, Bob pour les intimes, mène son enquête et passe devant le magasin à Islington de ce Mehmet McLeod, un magasin d'antiquités. Et d'après son enquête de voisinage, il découvre que cet homme est un Turc. Un Turc relativement âgé, dans la force de l'âge, dirons-nous, et qui vit ici, mais qui a disparu depuis quelque temps. Ainsi, quelques heures après, nos 4 investigateurs se retrouvent dans la demeure du professeur James Rupert. Et après quelques discussions, échanges d'informations, voici qu'une missive arrive, une missive n'étant autre que une carte de visite du professeur Smith, dont l'adresse à St. John's Wood est barrée et remplacée par une obscure adresse dans la banlieue est de Londres, avec un message pour le moins clair: « Venez tout de suite, il me reste peu de temps, par pitié, assurez-vous de ne pas être suivi. » Ainsi, n'écoutant que leur courage, et peut-être par affection pour le professeur Smith, voilà nos 4
investigateurs dans le premier fiacre venu et traversant entièrement la ville de Londres pour arriver dans une petite allée bas quartier de la ville de l'Est. Ce qu'il passe à ce moment, peu y croient encore, mais les voilà rentrés dans une sorte de pension. Et là, ils trouvent à l'étage Beddoes, l'homme de confiance, le majordome, le secrétaire du professeur Smith, qui les introduit dans un appartement sombre, avec une forte odeur de brûlé, de chair brûlée, de produits médicaux. Et voilà qu'ils découvrent un professeur Smith complètement brûlé, dont la chair est partie en lambeaux, se détache à chaque fois qu'il parle ou qu'il bouge, mais un professeur Smith encore vivant. Et c'est une longue conversation qui commence entre Warren, James et le professeur Smith, alors que Bob et Catherine, dégoûtés par la vue de cet homme moribond, se sont réfugiés dans la cuisine non loin. Cet homme brûlé raconte une bien étrange histoire. L'histoire de la recherche du professeur Smith d'un objet, un artefact occulte, qu'il dit maléfique, le simulacre de Sedefkar. Ce simulacre a été, selon Smith, démantelé à la fin du XVIIIe siècle et éparpillé à travers toute l'Europe. Il demande à ses amis, à sa famille, 4 investigateurs devant lui, de se mettre à la poursuite ou à la recherche des morceaux de ce simulacre pour les détruire, car selon lui, ce simulacre est un objet maléfique qui pourra amener le malheur sur la terre. La statue a été démembrée à Paris, juste avant la Révolution française. Il est possible d'ailleurs qu'un morceau se trouve en France. À l'époque, le propriétaire était un noble du nom de Fénalique, le comte Fénalique. Un autre morceau a été emporté par les soldats de Napoléon, à Venise, semble-t-il. Un autre fragment s'est retrouvé à Trieste, à peu près à la même époque. Nul ne sait ce qu'il est venu, mais Smith propose de s'adresser à Johann Wickelmann, au musée de Trieste. Il pense aussi qu'il pourrait y avoir un morceau au royaume de Serbie, en Croatie ou en Slovénie. Il propose de commencer par le musée national de Belgrade. Il a un contact là-bas, le conservateur, qui est Milovan Todorovic. Un autre morceau a été perdu, selon lui, près de Sofia, durant la guerre bulgare de 1875. À cette époque, il sait que les objets de valeur étaient cachés, aux yeux des envahisseurs, en les enterrant quelque part. Il sait aussi qu'un autre morceau en circulation à Paris avant la Grande Guerre a été vendu à un habitant de Milan. Dans un dernier souffle, avant de tomber dans un sommeil non réparateur ou un coma, nul ne sait encore, ou peut-être dans une surdose de morphine, Smith indique que le seul moyen de détruire la statue est de la ramener à son emplacement original, un endroit à Constantinople appelé aujourd'hui la mosquée désertée. Il vous dit aussi que le rituel qui permet de détruire totalement la statue est indiqué dans un document connu sous le nom de parchemin de Sedefkar. C'est comme ça que se termine cette scène alors que le secrétaire Beddoes vous tend une valise et que le professeur Smith a indiqué à James et à Warren de confier un médaillon à la jeune Catherine. La suite, la prochaine fois. Vous avez, par l'intermédiaire de Beddoes, donné 2 objets. Le premier, une valise remplie de billets pour à peu près 1000 sterling. Et le deuxième, un médaillon à destination de Catherine, représentant son père, Albus Clifford, et le professeur Smith. Après quelques discussions, vous avez décidé de rentrer chez vous, laissant Beddoes dans le plan et d'amener le professeur Smith dans un hôtel de campagne le lendemain. Vous rejoignez vos appartements et le lendemain, au petit matin, alors que chacun va qu'à ses occupations, Catherine lit dans la presse un article pour le moins surprenant. Un article parlant d'un homme qui disparaît dans un nuage de fumée. Le journaliste du Scoop semble faire le lien avec l'affaire du triple meurtre
Et il n'exclut pas que les deux affaires soient liées. Cela vous interpelle et Robert Taffet décide de partir voir l'endroit où Henry Stanley, la personne qui a disparu, vivait. Là-bas, il croise la logeuse qui lui indique que Stanley a disparu autour de 8 heures l'avant-veille. La pièce était pleine de fumée, et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas vu Stanley sortir. Elle l'a vu rentrer, elle ne l'a jamais vu sortir, et cette disparition est plus qu'inquiétante. En enquêtant un peu, Robert se rend compte que le train a été confié à une association de personnes adeptes de la collection de trains électriques pour analyse, et que la police n'a pour l'instant aucune piste, et que cela au final ne les intéresse que relativement peu. On sent mal, après avoir découvert l'endroit où ces ferrovipates vivaient, et après avoir convaincu Arthur Butter, le président de cette association, que nos investigateurs récupèrent ce train électrique, cette miniature de train. Train qui très vite attire l'attention des investigateurs, puisqu'il représente un train qui a eu un accident en 1897, un train circulant entre Londres et Liverpool, et qui a eu un accident grave faisant plusieurs dizaines, centaines de morts. Les investigateurs font aussi le lien avec Alexis Randolph Alexis, qui est un magicien, un membre de la Down à la fin du siècle dernier, qui a disparu en 1897, et il apparaît que son fils aussi disparu, Alexis Junior, en 1917. Et en interrogeant les archives, les journaux de l'époque, les investigateurs se rendent compte qu'il a disparu lui aussi dans un incendie chez lui, et son corps n'a jamais été retrouvé. Ainsi, nos investigateurs se retrouvent ce dimanche en fin de journée, décident de monter la maquette. Et après l'avoir lancée, James Rupert voit arriver dans son salon un gigantesque train. Un train de taille réelle qui semble surgir de nulle part et bondir au milieu du salon, et le train s'arrête. La pièce a complètement disparu. Les investigateurs se retrouvent dans une brume comme s'ils étaient sur un quai de campagne. Et ils se voient entourés de personnes qui descendent de ce train gigantesque, ce train devenu grandeur nature. Et d'un coup, Robert Taffet disparaît. Trois autres investigateurs se retrouvent seuls dans la pièce. Ils entendent le sifflet du chef de train. Le train se met à partir. Catherine décide de monter dans le train, ainsi que le père Warren Johnson, laissant le docteur James Rupert sur le quai. Le train disparaît. Le docteur se retrouve à nouveau dans sa chambre de sa demeure londonienne. Le train miniature, seul présent, avec de la fumée dans l'aspirateur, qui se retrouve dans un train bondé de personnes habillées comme à la fin du siècle dernier. Et tout d'un coup, ces personnes passent dans un état de transe, deviennent comme des zombies et attaquent nos trois investigateurs. C'est non sans mal et non sans l'aide d'un homme qui ouvre la porte d'un wagon au fond que les trois investigateurs s'échappent de ce wagon maudit rempli de damnés pour se retrouver avec Randolph Alexis lui-même, ainsi que Henry Stanley, nouvellement arrivé dans ce train en dehors du temps et de l'espace. Les investigateurs discutent un moment avec Randolph, et celui-ci leur explique qu'un seul moyen à sa connaissance de s'enfuir est de reproduire ce que son fils lui a apporté comme plan d'une maquette il y a quelques années de cela. Mais son fils n'est pas présent dans le train, en tout cas n'est pas présent de manière physique. Les investigateurs réfléchissent, et malgré l'attaque répétée de ces damnés, de ces zombies, ils arrivent à faire fonctionner le rituel qui leur permet de revenir dans le monde du temps et de l'espace. Et au moment où ils arrivent,
Ils se rendent compte qu'ils sont sur une voie, en face d'eux, un train est en train aussi d'arriver. Ils sont dans un train des années 1897 et en face d'eux, un train de l'année 1923 arrive à grande vitesse. Ils n'ont juste le temps que de sauter de leur train avant qu'une gigantesque explosion entre les deux trains lancés à pleine allure ravisse la vie de tous les zombies qui sont restés dans le train. Et nous arrêtons alors que nos 3 investigateurs, accompagnés de Randolph Alexis et d'Henry Stanley, se déplacent dans la forêt pour fuir la scène de cet accident. Nous retrouvons le lundi 8 janvier. Vous venez à peine de sauter d'un train, le train de la mort, de vous enfuir après cet accident dans la forêt, et vous rejoignez un petit bourg. Dans ce bourg, vous trouvez une auberge, toujours accompagnée du mage Alexis et de Stanley, le ferrovipate qui a découvert le train il y a quelques jours. Arrivé dans cette auberge, vous avez le temps de discuter quelques instants avec le mage Alexis. Pourquoi le mage Randolph Alexis? Car c'est un membre de l'ordre hermétique de l'ordre doré et du crépuscule d'argent. Et il porte le nom de Magister. Mage. Celui-ci vous dit en quelques mots, quand vous l'interrogez sur le parchemin de Sedefkar, qu'il a été en possession du parchemin, que ce parchemin il l'a vendu à un dénommé duc des Essintes, qui habite en Suisse, avant d'être poursuivi par un certain nombre de Turcs, membres d'un culte d'après lui, qui en voulaient ce parchemin et qu'il a fui dans le train Londres-Liverpool avant de déclencher un sortilège qui l'a enfermé pendant des années dans ce train errant hors de l'espace et du temps. Randolph Alexis vous parle ainsi du parchemin de Sedefkar, un parchemin qu'il a trouvé par hasard en chinant et qu'il a revendu quelque temps après au duc des Essintes, pour la simple et bonne raison que pour lui, ce parchemin était maudit, ce parchemin qui est en fait une peau humaine, sur lesquels a été inscrit des textes démoniaques, maléfiques. Il a voulu s'en séparer très très vite. Ce soir-là, alors que vous reposez à l'auberge, Randolph Alexis disparaît dans la nature et en plein milieu de la nuit, vous êtes récupéré par le docteur James Hooper qui vient directement de Londres. Vous repartez sur Londres, non sans constater l'importance des dégâts de l'accident du train de la veille. À Londres, vous trouvez un lien au British Museum avec des archives françaises de la Bibliothèque nationale de France qui pourraient vous mettre sur la piste du parchemin de Sedefkar ou du possesseur du simulacre. Le mardi 9 janvier, en début d'après-midi, vous prenez un train pour Douvres, ensuite le ferry et le Simple Orient Express de Calais à Paris. Vous arrivez en fin de soirée et très rapidement vous descendez à l'hôtel Bristol. Pour la plupart, car le père Warren Johnson, lui, décide d'aller passer son séjour parisien dans le presbytère de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Le lendemain matin, mercredi 10 janvier, vous essayez d'avoir accès à la Bibliothèque nationale de France, non sans quelques déconvenues, mais finalement, grâce au père Warren, vous arrivez à avoir accès à un certain nombre d'informations. Vous êtes aidé en cela par Rémi Van Game, essayiste, étudiant à la Sorbonne, et vous vous renseignez sur le parchemin de Sedefkar et le conte fénalique. Le conte fénalique, vous trouvez très vite plusieurs pistes. Quand je dis très vite, c'est au bout de plusieurs jours que vous arrivez à trouver toutes ces informations. Son histoire se perd dans les affres de la Révolution française car il aurait été arrêté à la veille de la Révolution sur le coup d'accusations graves d'atteinte à la moralité du royaume et il aurait été interné à l'hôpital de Charenton et sa demeure située à Poissy, dans la commune de Poissy, aurait été brûlée ou en partie détruite pour mettre fin aux agissements ou en tout cas aux histoires qu'il y avait eu à l'intérieur de ce manoir. Vous trouvez aussi, et nous sommes déjà le samedi, l'adresse après ces quelques jours de recherche et de détente parisienne, puisque certains d'entre vous ont décidé de profiter des folies nocturnes de la capitale des Lumières, vous décidez de partir le samedi 13 janvier à Poissy. Le temps de louer un véhicule, vous partez le dimanche matin, le 14 janvier, en direction de Poissy. Ville que vous atteignez assez rapidement, malgré la route compliquée et la crevaison dont vous êtes victime, et vous arrivez dans une petite ville charmante, à l'ouest
de la région parisienne, une ville calme. Vous arrivez au moment de la messe et en enquêtant rapidement entre le prêtre et le maire de la ville, vous avez accès aux archives communales. C'est en suivant cette piste que vous retrouvez la trace du manoir du comte Fénelec. En vous rendant dans ce lieu, vous vous rendez compte que la demeure appartient désormais à la famille Lorien, un docteur et sa femme. C'est une magnifique petite maison entourée d'un vaste mur recouvert d'un rosier qui doit être magnifique en période printanière estivale, mais qui en cette période de l'année vous semble particulièrement effrayant. Vous êtes accueillis chaleureusement par cette famille. Et quand vous leur expliquez les raisons de votre venue, c'est à la fois avec surprise et engouement que le docteur Lorien vous propose d'investiguer chez lui. Le docteur Lorien, en plus de vous accueillir chaleureusement, est étonné car il a reçu il y a quelques mois un courrier d'un certain Edgar Wellington, en provenance de Lausanne, qui lui parlait d'un simulacre de Sedefkar, d'une statue qui aurait été hébergée dans ce manoir, dans cet ancien manoir, avant 1789. Il vous donne d'ailleurs le courrier d'Edgar Wellington. Et vous remarquez plusieurs choses. Vous remarquez des stigmates sur le bras du docteur et sur l'avant-bras de sa femme. Vous vous rendez compte, en examinant la nouvelle disposition des lieux et la comparant au plan que vous avez récupéré dans les archives communales, que à quelques mètres à l'extérieur de la maison se trouve l'ancienne entrée des caves du manoir. Vous décidez de louer les services du gardien du cimetière afin d'escaver le lendemain l'entrée du tunnel, chose qui vous prend toute la journée avant que le soir vous arriviez devant une porte en métal, une ancienne porte entièrement recouverte de rouille que vous arrivez à forcer. Et c'est là que vous rentrez dans une très sombre et ancienne cave. Et quelle n'est pas votre surprise de voir de ci de là des squelettes, des instruments de torture, avant d'arriver dans une pièce entièrement recouverte d'un rosier malodorant. Vous vous sentez extrêmement oppressé, mais c'est là que vous découvrez le premier élément du simulacre de Sedefkar que vous contemplez, un bras. Vous arrivez à le récupérer, le mettre dans un sac et esquivant les forces de l'ordre venues ici suite à l'appel du docteur Lorien, vous arrivez à rentrer à Paris. Le lendemain, mercredi 16 janvier, vous décidez de suivre la seconde piste à votre disposition, celle de l'hôpital, ou devrais-je dire l'asile de Charenton. C'est un énorme bâtiment, non loin de Paris, dans l'est parisien, une vieille institution du XVIIe siècle, et vous arrivez à avoir, grâce à sa secrétaire, Madame Rogna, un rendez-vous avec le docteur Delplace. Le docteur Delplace vous accueille assez chaleureusement. Vous avez deux demandes auprès du docteur Delplace. La première concerne la famille proche de Catherine Clifford et des informations au sujet de sa mère, qui aurait été internée là en 1892, en octobre 1892, et libérée par quelqu'un se faisant appeler Clifford, mais qui, vous n'en doutez pas, n'était autre que le professeur Smith. La deuxième demande concerne l'internement en 1789 du comte Fénelec. Sur ce sujet, le docteur Delplace n'a pas beaucoup d'informations et vous propose de descendre dans les archives réservées à la cave, des archives qui pourraient dater de l'époque. Pour cela, vous descendez avec Guimard, un gardien qui est là depuis bien longtemps et qui se rappelle d'ailleurs de l'internement de Marie Cadat en 1892. Il vous aide à descendre dans la cave, dans la première cave, et c'est là où vous vous rendez compte que, au-delà de la zone des archives que vous constatez certainement très difficile à exploiter vu l'état de moisissure et d'humidité dans ces caves, il y a une seconde porte qui descend dans ce que vous dit Guimard être les anciennes géoles de l'époque pré-révolutionnaire. C'est après quelques discussions qu'il vous donne les clés et vous dit qu'il reviendra dans 2 heures vous chercher. C'est en descendant dans les géoles pré-révolutionnaires que vous vous retrouvez dans d'anciennes caves, à moitié immergées. Vous arrivez cependant à trouver le numéro de cellule du comte de Fénelec sur un ancien tableau. Et vous décidez d'ouvrir cette porte grâce à une vieille clé. C'est sans problème que Robert Affett réussit à déverrouiller la porte et vous êtes surpris par une énorme nappe de brouillard noir et malodorant qui vous font vite
remonter au niveau supérieur des anciennes archives. Ceci dit, au moment de partir, James Hooper vous dit qu'il a vu quelques inscriptions sur la porte et vous laissez Catherine et le père Warren qui ont été intoxiqués par ces brumes méphitiques. Dr. James Hooper et Robert Affett descendent à nouveau pour voir ces inscriptions et arrivent en bas, ils entendent le cri de Catherine Clifford qui est apeurée par le visage d'un homme qui s'est approché de son propre visage. Elle crie si fort que cela réveille le père Warren qui était juste à côté, fait remonter Robert Affett et le docteur James Rupert. Vous vous rendez compte qu'il n'y a personne dans les archives et que les inscriptions que vous arrivez à lire quelques minutes plus tard ne sont d'autres que des traces de griffes de l'encadrement de la porte. Heureusement, le gardien Guimard redescend vous ouvrir et voyant qu'il y a cette brume, c'est cette situation où vous êtes tous mouillés, sales, puants, il vous fait remonter en vous indiquant que certainement la personne que Catherine a vue était un des patients qui a dû profiter de l'ouverture de la cave pour descendre et qui le retrouvera très très vite. Le jeudi 17 janvier, vous décidez de quitter la ville lumière pour Lausanne, après avoir effectué quelques dernières recherches. Et vous arrivez vers 23h30 sur le quai de la gare de Lyon. Vous vous sentez très à l'aise quand vous arrivez auprès de ce train magnifique, le Simplon Orient Express, Paris-Constantinople. Et vous n'êtes pas seul car le quai est rempli, il y a même un petit groupe entourant une femme magnifique. Vous la reconnaissez comme étant une cantatrice, Madame Cavallaro, qui a donné plusieurs représentations à Paris et qui retourne chez elle à Milan pour donner une représentation dans quelques jours à la Scala de Milan. Après avoir pris place dans vos cabines, vous entendez le signal du chef de train et sentez les légères secousses du Simplon Orient Express qui commence son long trajet vers Constantinople. Paris, 17 janvier 1923. À peine embarqué dans l'Orient Express, celui-ci démarre et bientôt le train traverse la campagne française en direction de Lausanne, le prochain arrêt. Les 4 investigateurs ont pris place chacun dans des cabines individuelles, somptueusement apprêtées par la compagnie des wagons-lits. Au moment de monter, ils ont pu croiser dans le couloir la cantatrice Madame Cavallaro, qu'ils avaient croisée quelques instants plus tôt sur le quai de la gare accompagnée de ses fans, sa dame de compagnie et 2 hommes certainement membres de sa troupe. En passant à côté de la cabine du docteur, celui-ci a essayé d'accoster Madame Cavallaro avec un succès plus que d'estime, car celle-ci s'est mise à crier, à l'insulter en italien, avant de rejoindre sa cabine et de claquer la porte. Quelques minutes après, les investigateurs se retrouvent au wagon-bar de l'Orient Express. Ils sont rejoints par quelques passagers nocturnes car il est près de minuit et demi, et quelques minutes encore après, par les 4 compagnons artistes, Madame Cavallaro et sa troupe. Ceux-ci s'installent de l'autre côté du wagon-bar pour éviter tisser le docteur. Le groupe, nouvellement attablé, commande bouteilles de champagne sur bouteilles de champagne et bientôt sont rejoints par un homme d'affaires et Catherine. Quand le père Warren décide de rejoindre la table sur l'invitation de la dame de compagnie, l'atmosphère se gèle d'un coup. Le visage de Madame Cavallaro se fige, l'ambiance se refroidit dans le wagon et après quelques instants, le prêtre et la cantatrice disparaissent vers le compartiment de cette dernière, car celle-ci souhaite se confesser. Nous ne pourrons vous révéler ce qui fut dit pendant la confession, mais sachez que le père Warren, en sortant du wagon, avait une mine attristée et contrite. Au petit matin, le lendemain, les investigateurs arrivent à Lausanne. Très rapidement, ils s'installent à l'hôtel de la gare, situé juste en face. Quelques minutes après s'être installé, le groupe part à la recherche de l'adresse des Wellington, rue Saint-Étienne. Et quelle n'est pas leur surprise de découvrir une boutique de taxidermie. Après avoir frappé à la porte, un homme au visage défiguré, la gueule cassée, ouvre et les introduit dans une petite pièce remplie d'animaux empaillés. Peu après, descendant de l'étage, ils voient un homme se présentant par le nom de Edgar Wellington. Les investigateurs abordent rapidement le sujet pour lequel ils étaient venus, le parchemin de Sedefkar. Edgar Wellington les écoute avec attention, même s'il semble perdu, comme s'il était dans les vapeurs d'une drogue quelconque. Et après quelques instants, les invite à l'étage,
où ils continuent leur discussion pour être interrompus par l'arrivée d'un homme étrange qui se nomme Duc des Essaims. Celui-ci paraît aussi intéressé lorsqu'on lui en parle par le parchemin de Sénefcar. Et Edgar Wellington propose à tout le monde de se retrouver le soir même, vers 17h30, dans sa boutique, pour vendre son parchemin à celui qui serait le plus offrant. Le duc des Essaims propose aux investigateurs de leur faire visiter la ville. Et les voilà, suivant ce jeune homme raffiné, bien habillé, se promenant dans les rues de Lausanne. Ils visitent la cathédrale, le musée communal, le belvédère et finissent la matinée dans un hôtel-restaurant, le Chat Noir, où ils déjeunent. Juste après le déjeuner, le duc des Essaims s'éclipse, prétextant un rendez-vous d'affaires. Il leur donne rendez-vous vers 18h dans le magasin d'Edgar Wellington. Les investigateurs passent leur après-midi à surveiller la boutique et à constater le comportement quelque peu étrange d'Edgar, sortant, se perdant dans les ruelles de la ville et revenant avec un paquet sous le bras juste avant l'heure du rendez-vous. Mais lorsqu'ils arrivent au magasin, le frère d'Edgar Wellington, la gueule cassée, Arthur, leur annonce que celui-ci n'est pas disponible et leur propose plutôt de faire la transaction dans un restaurant, le Chat Noir, à 19h30. Voilà donc que nos investigateurs arrivent dans ce café-restaurant, s'installent, voient arriver Edgar, puis le duc des Essaims, avant qu'un troisième convive ne se présente. Ce troisième homme se présente comme Maximilian von Werten et est aussi ici pour tenter d'acheter le parchemin de Sénefcar. Le groupe est donc réuni à table et le dîner se passe plutôt bien entre ce noble hollandais nouvellement arrivé, le duc des Essaims et Edgar Wellington, toujours apathique et perdu dans les brumes de ses drogues. Mais à la fin du dîner, Edgar sort de son manteau une enveloppe Kraft. Après l'avoir ouvert, il sort délicatement un parchemin magnifiquement dessiné qu'il pose sur la table. S'ensuit une mise aux enchères âpre, difficile, qui est finalement arrêtée par le docteur qui a l'idée de proposer au duc des Essaims de partager l'achat du parchemin et d'en partager la possession. Celui-ci, étonné, accepte cependant la proposition. Le repas se finit donc sur une dépense de plus de 350 livres sterling de nos aventuriers, qui donnent cet argent à Edgar lorsqu'ils reviennent à l'hôtel, tandis que Robert décide de suivre le duc des Essaims jusqu'à chez lui. Une maison particulière dans une petite rue de Lausanne, une maison dont les fenêtres sont toutes barrées et aveugles. Mais au matin, alors qu'ils attendent l'arrivée du duc des Essaims qui devait leur remettre le parchemin, ils ne voient personne arriver et décident de reporter leur voyage d'une journée afin de se rendre directement chez le duc des Essaims et de récupérer leur parchemin. Quand ils arrivent, c'est sans problème que Robert crochette la porte et qu'ils pénètrent dans une demeure totalement vide, poussiéreuse, sans aucun meuble, à part les rideaux qui couvrent les fenêtres. C'est en suivant des traces dans la poussière qu'ils arrivent à l'étage d'une chambre, la seule chambre meublée par une chaise longue recouverte d'un plaid. En face de cette chaise longue, une porte, la seule porte en bois de la demeure, gravée de minuscules inscriptions et de dessins de chasse. Et lorsque le docteur touche la porte, celle-ci émet un cri si strident, si poignant, si plein d'émotion et de terreur, que tous les investigateurs n'ont qu'une envie, c'est de fuir et de se suicider tellement la vie leur paraît sombre et cruelle en cet instant. À ce moment-là, un déclic venant de la porte se fait entendre. Lausanne, janvier 1923. Nous retrouvons nos investigateurs dans la demeure du duc des Essaims. Un déclic vient de s'entendre et la porte s'ouvre. Derrière, une chambre meublée à la mode moyenâgeuse, une fenêtre donnant sur le lac de Lausanne ensoleillé. Après leur entrée dans la chambre, la porte derrière eux se ferme à jamais. Une servante rentre juste après dans la chambre, criant en voyant ces 4 investigateurs venus de nulle part. Des gardes arrivent, puis quelques instants après, le chambellan du palais, Arthur. Celui-ci les invite dans la demeure du duc, en leur disant que le duc sera très intéressé de les rencontrer rapidement. Voilà que les investigateurs découvrent un autre univers, un palais ducal rempli de serviteurs, de gardes, de quémandeurs, de courtisans. Une vie étrange, légèrement décalée. En quittant le palais ducal, dans cette Lausanne différente, ancienne, pleine d'anachronismes,
Plusieurs événements arrivent aux investigateurs. La première, c'est lorsqu'ils prennent une ruelle qu'une fissure béante s'ouvre au milieu de cette rue. Un vent glacé en sort et les repousse au loin. Un peu plus tard, ils rencontrent un groupe de personnes aux tenues étranges, portant des masques, des capuches, déguisées en la mort, en ange, en soldat médiéval, en lion, en turc, en assassin, et d'autres en paysans ou paysannes. La procession passe devant eux, quand les investigateurs voient les yeux de toutes ces personnes commencer à pleurer des larmes de sang. Les cloches de la cathédrale de Lausanne sonnent crescendo, et l'homme, déguisé en lion, voit des ailes pousser dans son dos. Il s'envole, et le soldat médiéval le suit de près. Un peu plus tard, devant le parvis du palais ducal, un vieil homme pousse une charrette remplie de fleurs d'ail, dégageant un parfum très très fort. Le soir même, alors qu'il cherche une auberge pour passer la nuit, il rencontre une vieille femme, quelques personnes autour d'elle qui mélangent un chaudron en repas, certainement pour les pauvres. À l'intérieur de ce chaudron, ils y voient des membres humains, écorchés qui remuent dans de l'eau bouillante. Il rencontre un magicien des rues qui présente un chapeau vide. Il y insère d'abord son bras droit, puis son bras gauche, et ensuite sa jambe droite et enfin sa gauche. À chaque fois, son membre est gardé par le chapeau, et à la fin, il s'effondre par terre, pris d'un rire hystérique, ses membres coupés sanguinolents. Il continue vers l'auberge, et à un croisement, il se retrouve sur un échiquier géant, avec une statue blanche d'un côté, une statue noire de l'autre côté. Les pièces jouent, et à chaque fois qu'une pièce arrive sur la case d'une autre pièce, celle-ci utilise une arme, épée ou couteau, pour trancher la gorge de la pièce assaillie. Le jeu se déroule, et à la fin, le joueur noir triomphe. Ils arrivent à l'auberge du Chat Noir, et s'installent pour la nuit. Mais vigilants, ils se rendent compte qu'ils sont épiés, puis ils entendent au loin des gardes arrivant dans la rue. Ils s'enfuient de l'auberge jusqu'au parvis de la cathédrale. Ils arrivent tant bien que mal, au prix d'importantes blessures, à pénétrer dans la cathédrale pour être accueillis par des moines et l'évêque de Lausanne. Celui-ci leur raconte que la ville est sous le joug du duc depuis des années et qu'il a été rejoint récemment par son chancelier, Arturo, et par un magicien noir, Eduardo, qui vit dans un temple vers le lac de Lausanne. Il ne peut leur garantir l'asile pendant plusieurs jours. Il leur propose de s'enfuir par des souterrains en leur demandant instamment de débarrasser la ville du mage diabolique. Les investigateurs acceptent la mission et les voilà guidés par un moine dans les catacombes de la ville pour rejoindre une ruelle non loin du temple malfaisant dont ils doivent se débarrasser de l'occupant. Quand ils sortent dans la rue, ils se rendent compte qu'ils sont exactement à l'endroit où se trouve dans la Lausanne réelle le magasin de taxidermie des Wellington. Ils pénètrent en ce lieu, mais les animaux qu'ils avaient pu voir dans le magasin de taxidermie ont été remplacés par des corps humains écorchés. Et quelques instants après leur arrivée, ils entendent des pas dans l'escalier et voient descendre un homme, habillé comme un magicien médiéval, dont le visage leur est familier, Edgar Wellington. Nous retrouvons nos investigateurs dans la Lausanne des rêves, qu'ils visitent depuis quelques heures déjà. Ils viennent de rentrer dans le temple maudit, où ils tombent nez à nez avec un magicien. Kate, n'écoutant que son courage, sort son arbalète et abat le magicien d'un seul carreau. À ce moment-là, les événements se déchaînent. Arrivant par la porte de nombreux soldats, alors qu'un portail magique s'ouvre devant eux et qu'ils voient Arthur Wellington venir les chercher pour les cacher de l'autre côté du portail dans une petite grotte auprès du lac de Lausanne. Là, ils passent quelques heures avant d'attendre la nuit pour rejoindre Lausanne, le temple maudit, et affrontant une dernière fois le duc des Esseintes, armé de pied en cap, ils arrivent à sortir par une porte cachée dans la chambre des frères Wellington. Kate héritant de profondes brûlures lors de ce passage magique. Le temps de rentrer à l'hôtel, de faire leur bagage, les voilà partis vers la gare, où ils attendent l'Orient Express qui vient à 7h les emmener vers Milan. Au moment de leur départ, ils voient le duc des Esseintes arriver sur le quai, examiner le train déjà en marche, leur lancer un grand sourire. Le voyage en train donne lieu à une scène bien étrange, alors que le docteur et le père Warren semblent
compulser avec attention, énervement et quelques passions le manuscrit qu'ils ont trouvé dans la Lausanne des rêves. Une crise du docteur met fin à la lecture, Kate et Robert leur enlevant le manuscrit. Ils arrivent vers midi à Milan dans une atmosphère hivernale, triste, brumeuse, et même les habitants de la cité semblent apathiques, nonchalants, tristes. En sortant de la gare, nos investigateurs remarquent dans un kiosque à journaux un article parlant de l'enlèvement de la cantatrice Cavola. C'est aussi à ce moment que le groupe est séparé. Robert suit 2 agents de police qui l'emmènent au commissariat principal, alors que les 3 autres investigateurs rejoignent un bel hôtel au centre de Milan, non loin de la Scala. Commence alors pour chacun une investigation différente. D'un côté, dans la cité, les 3 investigateurs visitent la Scala de Milan à la recherche d'indices sur la disparition de la Cavallaro, alors que Robert s'amuse avec les policiers du coin à la recherche eux aussi de la Cavallaro. Les investigateurs se retrouvent le soir dans leur hôtel pour assister à une scène incroyable. Ils entendent, vers minuit, la voix limpide et cristalline de la Cavallaro chantant un air d'opéra dans les rues de Milan. Malgré leur recherche, ils n'arrivent pas à retrouver la cantatrice et passent le reste de la nuit à se demander ce qu'il a bien pu se passer. Au matin, ils apprennent aussi par la presse de nouveaux événements, que le soir même, l'opéra serait joué avec la doublure de la Cavallaro, et que la veille, les mécènes du théâtre à la Scala ont assisté aussi à une première représentation. Les investigateurs décident de suivre une autre piste. Robert ayant eu vent d'une affaire de meurtre, et voilà les investigateurs rouler vers les usines Alfa Romeo pour enquêter au sujet de la mort d'un certain Spinoli. Très vite, leur enquête les mène dans un hangar qu'ils forcent, et là, ils découvrent un sombre hôtel, une table, où 2 corps ont dû être présents il y a peut-être à peine quelques heures, laissant sur les tables des marques ensanglantées. Mais ils sont dérangés par 2 vigiles, qui viennent les rappeler à l'ordre, et ils doivent quitter la scène. Robert décide donc d'aller chercher ses collègues carabiniers, et malgré leur vélocité, quand ils reviennent, l'intégralité du hangar a été remis en ordre, il n'y a plus rien. Ils tombent nez à nez avec le propriétaire des lieux, un certain Conti, qui les menace de poursuites judiciaires. L'après-midi, ils continuent leur enquête, passant à la résidence de la Cavallaro, mais ne trouvant aucune trace d'elle, et le soir tombant, ils décident de se rendre à la première officielle de l'opéra Aida. Leur visite de la veille au théâtre de la Scala leur a permis de connaître le nom du metteur en scène, du premier assistant, du chef décorateur, de rencontrer le personnel de la Scala, les couturières, des acteurs, des musiciens, et surtout d'obtenir 4 précieux sésames pour cette représentation. Lorsqu'ils arrivent, ils s'installent confortablement au premier rang et attendent de voir le spectacle. C'est là qu'ils se rencontrent 2 choses. Au tout début de l'opéra, ils s'aperçoivent que le dénommé Conti, propriétaire du hangar, est dans une loge. À côté de lui, il y a un vieil homme et une très vieille femme. Et Robert, regardant bien la scène, se rend compte que le vieil homme a d'immenses cicatrices sur la gorge. L'opéra commence, et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte aussi que ce vieil homme chante en même temps que l'opéra avec la voix de la Cavallaro. Il a à peine le temps de s'en remettre qu'un élément de décor est amené sur la scène, et nos 4 investigateurs éberlués voient arriver un mannequin qui n'est autre que le torse du simulacre de Sedefkar sur lequel on vient ranger une armure. S'ensuit une course-poursuite dans les allées du théâtre qui amène les investigateurs à s'affronter à Conti, Faccia, le vieil homme, la femme et 2 gardes du corps patibulaire. Ils arrivent au prix d'un combat rapide mais douloureux à s'enfuir du théâtre avec le torse du simulacre de Sedefkar. Et aussi rapidement que possible, ils rentrent à l'hôtel, rangent leurs affaires et louent un hippotaxi qui les amène dans la banlieue de Milan, dans un petit hôtel campagnard où
pour l'instant, nos investigateurs se reposent en attendant la suite de leur aventure.